C'est quelque chose de très important pour moi. Il s'agit de notre patrimoine, de notre identité. Nous devons le préserver et le transmettre à la prochaine génération. Ils s'inspirent du talent de nos ancêtres et s'imprègnent des valeurs de la fauconnerie. Ils sont heureux de s'adonner à cette activité comme leur père et leur grand-père. C'est l'héritage familial. Si vous leur demandez, ils préfèrent rester dans le désert plutôt que de rentrer en ville. Hello and welcome to Qatar 365. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365. Je suis Leila Oumaira. Dans cet épisode, nous nous intéressons à l'artisanat et aux traditions séculaires du monde arabe qui se perpétuent aujourd'hui. Depuis des siècles, ces textiles tiennent les membres des tribus bédouines au chaud. Chaque pièce est tissée dans un style appelé al-sadou, ce qui signifie l'art de tisser horizontalement. Le tissage sadou a fait partie intégrante de la vie de toutes les femmes bédouines pendant de nombreuses générations. Mais aujourd'hui, ce savoir-faire risque de tomber dans l'oubli. Alors certains tentent de sauvegarder cette tradition. Des siècles d'histoire et des générations de savoir-faire sont entre les mains de Maïta Saïd Abou Salah. Elle fait partie des rares maîtres tisseurs de sadou de la péninsule arabique. Rien qu'au Qatar, il en reste à peine 40. Maïta a appris le tissage il y a une trentaine d'années. Tout s'est fait naturellement. J'ai appris le sadou en regardant ma mère, ma grand-mère et les femmes du quartier travailler. C'est d'elles que je tiens cet héritage. Les tisseurs de sadou donnent l'impression que ce qu'ils font est facile. Ce style de tissage est pourtant complexe, du choix des fils jusqu'au dessin des motifs géométriques en passant par les couleurs. Chaque pièce peut prendre un jour, 50 jours ou même une année entière en fonction du motif et de la taille. Pendant des centaines d'années, les textiles sadou ont permis aux membres des tribus bédouines de faire face aux nuits froides du désert. Mais ce savoir-faire, qui ne s'apprend que par l'observation, est en voie d'extinction. Le tissage sadou est si rare qu'il a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2020 en tant qu'art nécessitant une sauvegarde urgente. Les efforts visant à soutenir les tisseurs de sadou se sont donc intensifiés afin d'éviter que cet art ne se perde à jamais. Dans une course contre la montre, la fondation Caravan Earth a mis en place un programme de résidence créative avec la ferme Enat Salma du Qatar. Ce partenariat a permis de rassembler le plus grand nombre possible de tisseurs de sadou. Ils nous ont accueillis dans leur propre maison. Nous nous sommes assis avec leurs enfants, leurs familles. Ils ont partagé avec nous leurs expériences de vie et la sagesse spirituelle qui leur a été transmise de génération en génération. Caravan Earth a aussi lancé des ateliers de sadou pour donner au public une chance d'apprendre le métier, tandis que d'autres programmes se sont concentrés sur le soutien aux tisseurs afin qu'ils puissent continuer à perfectionner leur art. La chose la plus importante est de faire partie d'une organisation qui soutient les artisans. Cela renforce nos capacités. S'il n'y a pas de soutien, le sadou mourra. Pour que le sadou continue d'exister dans le monde d'aujourd'hui, Caravan Earth a réfléchi à des moyens d'injecter de nouvelles idées afin de permettre aux tisseurs de trouver des façons différentes de pratiquer leur art. Le sadou est un textile magnifique qui peut être revitalisé et utilisé dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons une équipe de personnes qui travaillent au développement des produits, à la recherche de nouveaux fils naturels pour donner une variété de designs différents, tout en restant fidèles aux principes et aux valeurs de ce textile, à ce qu'il signifie et à ce qu'il symbolise. C'est en associant tradition et modernité que la fondation Caravan Earth espère faire perdurer l'art du sadou. À l'apogée de la civilisation islamique, les épées arabes faisaient partie des armes les plus redoutées sur les champs de bataille. Elles se présentaient sous différentes formes, certaines ayant 2 pointes acérées. La fabrication d'épées est un élément si important de l'histoire et de la tradition arabe que le design de l'un des plus récents hôtels du Qatar, ici derrière moi, s'est inspiré d'épées cimmetières. Mais comme je l'ai découvert dans l'un des principaux magasins spécialisés du Qatar, l'art de la fabrication des épées ne se résume pas seulement à leur forme.
Merci beaucoup de nous avoir invités dans votre boutique aujourd'hui. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer l'importance des épées dans la culture arabe? L'épée fait partie intégrante du patrimoine arabe en général et du patrimoine qatari en particulier, parce qu'elle est considérée comme un symbole de fierté, de dignité et d'honneur. Dans le passé, les épées étaient utilisées pour les batailles et les combats. Au Qatar, on les utilise désormais pour la danse traditionnelle, Arda, pour les cadeaux diplomatiques destinés aux ministres et aux ambassades, à des fins de décoration par exemple. L'épée est considérée comme le plus beau cadeau à offrir. Alors que le monde se modernise et que l'on oublie parfois comment créer des objets manuellement, comment voyez-vous l'avenir de la fabrication d'épées? Les épées fabriquées à la main sont meilleures et plus belles, car l'épée est une pièce unique dont on hérite. La technologie moderne et les grandes machines peuvent fabriquer des épées en grande quantité, mais la qualité ne sera jamais aussi bonne que celle d'une épée fabriquée à la main. L'épée faite à la main ne peut pas être reproduite, elle est rare, et la personne qui la possède doit la préserver. Voyons quelques modèles et étudions leurs différences. Voici quelques épées en argent, en or, en cuivre, plaqué argent et plaqué cuivre. Chaque épée comporte des inscriptions spéciales, un dessin, une courbure spécifique. Voici par exemple l'épée la plus célèbre du Qatar, l'épée du fondateur. Elle appartient à son Altesse, le cheikh Abdullah bin Rassim, que Dieu ait son âme. Bien entendu, ce modèle est une copie de l'épée du fils du fondateur. L'or plaqué argent est décoré d'émeraudes et de rubis. Nous fabriquons un dôme plaqué or qui peut aussi être en ivoire sur demande. Le 14e Festival international du faucon et de la chasse a eu lieu en début d'année. Connu localement sous le nom de Marmi, il rassemble les fauconniers de la région dont les oiseaux les plus prisés s'affrontent lors d'une compétition de chasse. Adel Halim s'est rendu sur place pour découvrir comment les habitants entendent faire perdurer ce loisir populaire dans les années à venir. Au fin fond du désert qatari, des centaines de fauconniers venus de toute la région se rassemblent avec leurs précieux oiseaux. Ils participent au festival Marmi, un tournoi profondément lié à la culture traditionnelle qatari. Nous participons au festival Marmi depuis 2011. Nous n'avons pas commencé en tant qu'équipe, mais en tant qu'individu. Nous étions 4 à 5 personnes. Chacun d'entre nous préparait son faucon et se rendait au Marmi. Nous chassions dès le début du festival. Depuis quelques années, l'événement est une compétition d'équipe. Il faut désormais former une équipe pour y participer. Tous ces gens font partie de la Golden Team. On nous a donné ce nom parce que nous sommes connus pour réaliser quelque chose de nouveau chaque année. Le festival vise à promouvoir la fauconnerie, un sport reconnu par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine de l'humanité. La fauconnerie remonte à 4000 ans. C'est une tradition ancienne qui est honorée chaque année. Hamad Saïd Al-Mari n'a jamais manqué un festival Marmi en 14 ans d'existence. En plus de s'assurer que ses faucons gardent le cap, il forme ses fils à perpétuer une tradition familiale qui se transmet de génération en génération. Ils pratiquent un loisir qu'ils aiment. Ils ont été élevés en nous regardant faire, ils ont suivi le même chemin que nous. Vous ne pouvez pas forcer votre fils à aimer cela, ça doit venir naturellement. Si vous leur demandez, ils préfèrent maintenant rester dans le désert plutôt que de rentrer en ville. Ils préfèrent s'occuper de leurs faucons. Bien qu'ils disposent des mêmes gadgets technologiques que leurs camarades,
Hamad Saïd Al-Mari encourage les jeunes de sa famille à se déconnecter le plus possible. Et cela semble fonctionner. Son neveu de 15 ans, Saïd, a passé une décennie à apprendre à maîtriser les outils. Depuis l'âge de 5 ans, je suis passionné par les faucons. Mon père et mes oncles m'ont appris à les connaître. J'ai appris à les élever et à les dresser pour qu'ils attrapent les pigeons. Je leur en suis reconnaissant. Nous avons des faucons d'Iran. L'Iran est très proche du Qatar. Nous avons aussi des faucons de Mongolie, des faucons du Pakistan, d'Égypte et de Syrie, comme ici. Mohamed Al-Koubaïsi explique que les faucons que l'on trouve ici viennent de pays voisins. Il passe 1 mois et demi au festival Marmi pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Son amour pour cette activité est aussi venu de la transmission de ses aînés. J'ai tout appris de mon père et de mon grand-père. Avant eux, les faucons et les lévriers persans étaient utilisés pour chasser. Ils chassaient des oiseaux, des lapins, des gazelles, tout ce qu'ils pouvaient manger. C'est de là que vient cette tradition et elle va perdurer. Et si l'on en croit la famille Al-Mari, cette activité a de beaux jours devant elle au Qatar. C'est passionnant de voir comment le Qatar maintient en vie des traditions vieilles de plusieurs siècles et comment une société moderne s'accroche à son patrimoine culturel. C'est terminé pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com et connectez-vous avec nous via notre hashtag. Merci de nous avoir suivis et à très vite dans Qatar 365.